Alexandre Delval, géopolitologue également, auteur du livre Vers un choc global aux éditions L'Artilleur. Alexandre Delval, merci de nous parler depuis Rome. Vous êtes à Rome. Et avant de parler des jours d'après dans le conflit Israël-Hamas, je voulais vous demander, comme à Léa Landman, si vous pensez possible l'entrée en guerre de l'Iran dans le conflit, comme il en a été question depuis jeudi dernier. Alors, si l'entrée en guerre est une entrée directe d'État à État, je ne pense vraiment pas. Mais si cette entrée en guerre est l'équivalent de la menace proférée par l'Iran depuis quelques jours en représailles de l'attaque sur le consulat iranien en Syrie, si c'est une représaille de type asymétrique et indirect avec des proxys ou, comme dans les années 90, vous savez, AMIA, le centre communautaire juif à Buenos Aires, le centre AMIA et l'ambassade d'Israël en Argentine, 92-94, si c'est ce genre de représailles para-étatique, parce que c'est des édifices, façades, si c'est proportionnel, oui, mais je ne pense pas à une guerre Iran-Israël, tout simplement parce que l'Iran n'a pas intérêt à une guerre directe qu'elle perdrait, sachant qu'aucun État du Golfe ne soutient l'Iran, une guerre qu'elle perdrait avant d'avoir l'arme nucléaire. Elle peut se permettre une guerre conventionnelle une fois qu'elle est sanctuarisée par l'arme nucléaire. Or, c'est pas tout à fait le cas. Donc, elle va agir par proxy de manière plus dure que d'habitude, mais à mon avis, par proxy interposé. Vous partagez apparemment le même point de vue. Donc, ça pourrait vouloir dire aussi des mouvements de terrorisme, tout simplement, non, Léa Landman? Des mouvements de terrorisme, des drones. Je rejoins, je vois pas l'intérêt qu'a l'Iran maintenant de riposter massivement. En revanche, ce qui est sûr, c'est que riposte, il y aura. Parce que l'Iran a dit qu'il y aura une riposte de façon vraiment hyper claire. S'il n'y a pas de riposte maintenant, ils perdent la face et ça, c'est pas possible pour eux. Mais ils ont dit aussi que la riposte sera contenue. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire en vrai. Alors, on est là pour parler avec vous deux de l'avenir de Gaza, les jours d'après, puisqu'un jour ce conflit se terminera. On l'espère le plus rapidement possible, évidemment. Mais je voulais vous demander à l'un comme l'autre si Israël s'attendait à une progression aussi lente. Je rappelle que le conflit est rentré dans son 7e mois. Est-ce qu'on s'attendait à une progression aussi lente en territoire palestinien? Alexandre Delval pour commencer, Léa ensuite. Je n'ai pas l'information sur si l'état-major s'attendait à quelque chose de rapide, mais l'état-major savait que ça ne serait pas en 15 jours. C'était absolument impossible puisqu'on a des mouvements terroristes et des mouvements paramilitaires totalement imbriqués dans une nation, chez des civils, y compris des hôpitaux, imbriqués d'une telle manière qu'on doit faire du chirurgical, du corps à corps pour démanteler ce genre d'ennemis. Il faut faire du corps à corps, ce qui est très 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 difficile, voire impossible. Et en tout cas, ça prend beaucoup plus de temps que de raser Grozny. Et encore, Grozny, ça a mis du temps aussi. Donc en fait, cette opération est impossible à faire en moins de plusieurs mois. Moi, je pense que ça peut prendre jusqu'à 1 an. Mais par contre, c'est pas un échec total puisque la moitié des combattants ont été mis hors jeu. 12 000, et puis si on compte les blessés du Hamas et du djihad, on arrive à 15 000. Sur les 30 000 morts, qui sont d'ailleurs pas certains, on a la moitié qui sont des soldats. Donc c'est une opération qui avance, mais la communauté internationale et les États-Unis freinent pour l'instant l'État d'Israël qui a tout à fait les moyens de nettoyer, si j'ose dire, Rafia, le nom antique de Rafah. Et donc je pense que c'est quelque chose qui peut être terminé en moins d'1 an si il n'y a pas de pression internationale, ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est pas grand, hein, Gaza. Je voudrais rappeler aux auditeurs que c'est une bande de terre de 45 km². Et donc, ça fait déjà plus de 6 mois que les opérations se poursuivent là-bas. Vous pensiez que l'état-major, vous nous l'avez déjà un peu dit, mais voyait une opération d'1 année également, hein? Oui, le type ou la nature de l'opération de la guerre va changer. D'ailleurs, elle est rentrée en ce que les Israéliens appellent la phase 3. C'est-à-dire qu'on a retiré la plupart des troupes de Gaza et les prochaines opérations seront en fait des incursions basées sur des renseignements bien plus précis, comme on a pu voir la dernière opération autour de l'hôpital Shifa, qui a duré 2 semaines, mais qui était basée sur des informations, en fait, sur une intelligence très très précise. Oui, je rejoins, on est assez d'accord. C'est une guerre qui va durer, c'est dans le temps.
Et puis à ça, il faut rajouter que le Hamas, c'est pas seulement à Gaza. Donc en fait, il faut démanteler le Hamas à Gaza d'un point de vue militaire, d'un point de vue, j'ai envie de vous dire, organisationnel ou idéologique, j'y crois un peu moins, mais il y a aussi tout un travail de la communauté internationale, d'alliance internationale, sans lequel le Hamas sera de nouveau au pouvoir. Mais est-ce que ce travail est crédible ? Enfin, est-ce que cet objectif de démantèlement du Hamas est un objectif fondamentalement réalisable à terme ? On peut imaginer par exemple que des milliers de combattants du Hamas aient été tués, mais combien d'autres seraient prêts à reprendre les armes On le voit en fait tout de suite, dès que les Israéliens se retirent d'un endroit, on voit des nouveaux terroristes du Hamas, qui rentrent. Donc en fait, ça va être un jeu comme ça. Oui, mais c'est toujours comme ça avec des organisations terroristes. C'est le principe de base d'une organisation terroriste. Donc si on a envie de voir un truc où tout est terminé en 6 mois, non. Ça ne peut pas arriver. Est-ce qu'on n'est pas face à une impasse militaire, face à une organisation de ce type, et face au Hamas, enfin, tout simplement ? Une impasse militaire... On va demander son avis aussi à Alexandre Delval. Non. En fait, on aurait pu penser qu'on était face à une impasse militaire tout simplement parce que les buts de la guerre n'ont pas encore été atteints. Et les Israéliens avaient des buts bien ambitieux quand même. Les otages n'ont pas été libérés, le Hamas n'est pas démantelé. On rappelle qu'il y a plus de 100 otages encore détenus, dont on ne connaît pas l'état de santé. Non, on ne connaît pas l'état de santé. Là, le Hamas qui a décliné le dernier deal a dit qu'il n'arrive même pas à ramasser ou à rassembler 40 noms d'otages vivants. Donc, ça, c'est inatteignable, malheureusement. Oui, mais c'est sur du long terme. Al-Qaïda, c'est du long terme. Les grosses organisations, c'est du long terme. Alors, Alexandre Delval, qu'est-ce qui est atteignable, selon vous, pour reprendre la question de Jean-Marie Bordry ? Eh bien, malgré les pressions internationales qui entravent l'action de Tsahal, comme on l'a vu en 2006 contre le Hezbollah, où Tsahal pouvait éradiquer l'ennemi, mais il n'a pas pu le faire en raison des pressions internationales, ça va se faire quand même. Rafia sera prise, l'état-major lui-même ne dit pas quand, mais ça va se faire. Mais ensuite, ce qui va être intéressant, c'est la phase inclusive. Donc c'est la phase finale politique. On ne peut pas juger de cette opération tant qu'on n'est pas allé à la phase politique. La phase politique va consister à mettre en place à Gaza une administration locale faite de notables et de tribus qui n'ont jamais aimé le Hamas. Le Hamas, c'est un corps étranger dans cette région. Il y a des tribus dans les pays arabes. Ce qui compte, c'est les tribus. Ce qui est traditionnel, c'est les tribus et les notables locaux. Il y a tout un plan d'ingénierie sociale qui va être mis en place et politique. Et quand les notables et les tribus de Gaza, des Gazaouites, vont reprendre l'administration, là, il pourra y avoir un travail scolaire, éducatif, idéologique pour essayer non pas de tuer définitivement, mais éradiquer l'imprégnation du Hamas sur les mentalités. Ça va prendre du temps. C'est la solution inclusive aussi que prônait le général Petraeus en Irak. On avait eu des résultats avec le surge en 2007, 2008, 2009, mais c'est le retrait sans service après-vente d'Obama qui a empêché de terminer le travail. Mais les tribus avaient commencé à être intégrées, voire même retournées. Donc c'est parfaitement possible et moi j'ai un espoir parce que Mohamed Dahlan, vous savez, ce grand Palestinien gazaoui très lié aux Émirats, à l'Égypte et à Ben Salman, ne voulait pas prendre un rôle de leadership. Et récemment, il a rencontré dans une réunion secrète au Qatar des Israéliens, des Égyptiens et des Gazaouites et des responsables du Hamas. Et beaucoup de tractations dont on ne parle jamais sont en train de préparer l'après-Hamas, où le Hamas deviendrait dans sa forme résiduelle non terroriste, un mouvement d'opposition. Et Mohamed Dahlan, pour la première fois, n'a pas dit non à prendre le leadership d'une nouvelle autorité palestinienne qui réunirait Gaza. Et là, vous voyez, tout ça, ça va se faire avec beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas dire que c'est un échec politique. On n'a pas encore commencé la phase politique. Israël est en train d'éradiquer l'ennemi terroriste et ensuite, il y aura des dialogues politiques inclusifs qui incluront tout le monde, y compris une opposition marginale Hamas déterrorisée, si vous voulez. D'accord. Alors, Léa Landman, on va vous demander votre avis sur ce que vient de dire Alexandre Delval. Il y a une dizaine de plans qui ont été mis sur la table avec 3 approches principales, celle des Israéliens, des Américains et des pays arabes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces différences d'approches ? Oui, et ça va rejoindre ce qu'a dit Alexandre. Enfin, en tout cas, ce sera une réponse. Les Israéliens, Netanyahou a divulgué une sorte de plan, surtout par pression, à cause de la pression internationale. Les Israéliens n'ont vraiment pas envie de dire ce qui va se passer après, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout rentré dans la phase politique.
Il y a beaucoup de critiques là-dessus aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un plan pour le jour d'après? Mais le plan du jour d'après dépend de ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est si on continue à parler des grandes théories de 2 États ou quel serait le jour d'après, mais pas dans les lignes concrètes, on va continuer à discuter encore 15 ans. En revanche, donc les Israéliens, Netanyahou a dit non Hamas. Ce ne seront pas les Israéliens qui seront sur place, ils ne veulent pas retourner à Gaza, mais il n'y aura pas de vide non plus. Il a effectivement parlé il n'a pas dit tribu, mais il a dit d'interlocuteurs à Gaza. Ça pouvait dire les tribus, mais ils ont essayé ça, le Hamas leur a tiré dessus. Ça peut aussi dire, avant la prise de Gaza par le Hamas, il y avait à peu près 5000 administrateurs de l'autorité palestinienne, qui eux ne sont pas affiliés au Hamas. Ça rejoindrait ce que veulent les Américains. On y arrive tout de suite. En plus de ça, trois grandes lignes autour de ça. C'est un programme de déradicalisation, une démilitarisation totale de Gaza, ce qui avait jusqu'à maintenant, ça n'arrivera plus. Et surtout, pour l'instant, la sécurité de Gaza reste dans les mains des Israéliens. Pas la sécurité interne, pas l'ordre public, mais les frontières, si on veut, de Gaza, ça reste dans les mains israéliennes. Les Américains, je vais faire ça avec les pays arabes, parce qu'en fait, maintenant, ils commencent vraiment à se rejoindre. On parle donc de 2 États. On reste sur le schéma des 2 États. On reste sur le schéma des 2 États. On parle, maintenant vous avez dû l'entendre, c'est un grand buzz, on parle d'autorité palestinienne réformée, ce qui voudrait dire une réforme de leadership, de gouvernance, d'économie et des forces de sécurité. C'est là-dessus que comptent les Américains. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce que veulent les pays arabes. Plus un gouvernement intérimaire à Gaza, qui inclurait effectivement le Hamas en tant qu'organisation, enfin en tant que parti d'opposition, plus des élections dans 3, 4, 5 ans. Mais on ne sait pas ce qui va se passer après, en fait. Mais ça, c'est les grandes lignes. Est-ce que c'est crédible de réunifier la bande de Gaza avec les Palestiniens de la Cisjordanie qui sont séparés depuis le coup d'État du Hamas depuis des années ? Vous savez, quand en 2007, le Hamas a pris le pouvoir, il y a eu plein de pourparlers entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Et à chaque fois, en fait, ils n'avaient pas du tout besoin des Israéliens pour, en fait, ne pas s'entendre. Après, tout dépend de la pression internationale. Est-ce que je vois une réunification de Gaza et de la Cisjordanie bientôt ? Non, pas vraiment. C'est un préalable à une solution à 2 États, c'est pour ça que je vous pose la question. Je veux juste rajouter une dernière chose, c'est que la cerise sur le gâteau, c'est la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Entendu. Dans un instant, on continue de parler de la situation en Israël et à Gaza. La paix pour bientôt. Sur quelle base ? On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 60 minutes pour regarder à la loupe l'actualité. Avec nous, Jean-Marie Bordry, bien sûr. Avec nous, toujours, Léa Landman et Alexandre Delval, tous deux experts en géopolitique et auteurs, en ce qui concerne d'Alexandre Delval, de Vers un choc global aux éditions de l'Artilleur. On parle de Gaza ce matin et d'Israël. Après 6 mois de conflit et une opération qui donne l'impression de ne pas aller très vite. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment faire la paix. Léa Landman. Alors, je ne sais pas comment on fait la paix, mais je sais comment on peut arrêter la guerre. Et ça a été très clair, mais vraiment très, très clair. Le Hamas dépose les armes et libère les otages. Et ce que je trouve quand même assez fascinant dans la communauté internationale, enfin, pas au niveau du leadership, là, le leadership, en tout cas occidental, a été vraiment, vraiment clean et clair. Mais dans l'opinion publique, on a oublié la partie que le Hamas devrait déposer les armes et libérer des otages. On l'a oublié. Oui, c'est vrai. On n'entend plus pas un seul député de la France Insoumise, par exemple, pour ne citer que, rappeler ce préalable qui avait été quand même posé depuis le début. Mais Gabriel Attal l'a rappelé très bien il y a 2 jours. Enfin, il l'a dit très clairement et au moins ça a été dit. Donc au niveau du leadership, on n'a pas vraiment de problème. Mais Israël l'a dit officiellement. Le Hamas dépose les armes, libère les otages, cette guerre est terminée. Mais pardon, mais après, il y a ce qu'on souhaite, ce qu'on aimerait, et ce qui est crédible. Il y a quelques jours, l'un des responsables du Hamas, Ismaël Haniyeh, a perdu 2 de ses fils qui ont été tués, 3 de ses fils, pardon, 3 de ses petits-enfants qui ont été tués par l'armée israélienne. Et il a posé tout sourire avec son épouse en se prenant en photo, tout en remerciant Dieu, je cite, pour le martyre de ses enfants. Je ne sais pas à quel degré de fanatisme on doit en arriver pour se comporter de la sorte et d'une manière aussi infâme, mais c'est pas le genre de personnage qui va déposer les armes. C'est pas crédible.
crédible. Surtout qu'il se sert de sa population comme d'un bouclier humain. Mais il y a un décalage. Si vous écoutez des interviews de Haniyeh il y a quelques années, ils vous diront oui, mais bon, ça c'est officiel, n'écoutez pas. C'est-à-dire... Alors, Alexandre Delval, vous vouliez réagir? Oui, moi ce que je pense, c'est que je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il ne faut pas analyser ce genre de mouvements terroristes comme des mouvements qui résonneraient de manière rationnelle et étatique en termes de territoire. Le but du Hamas depuis le début, ce qui prouve qu'il se fait passer pour un mouvement nationaliste, mais il reste un mouvement djihadiste, califaliste et suicidaire, c'est-à-dire que le Hamas a accepté l'éventualité de perdre totalement le territoire de Gaza et de perdre une grande partie de ses soldats, parce que on ne comprend jamais assez que le terrorisme est une organisation publicitaire qui a pour but le prosélytisme religieux. Et oui, ça paraît surprenant, quand on se fait sauter dans un mouvement terroriste, c'est pour provoquer une médiatisation afin de faire parler d'une cause qui est celle de la religion. Donc ces militants sont prêts à perdre totalement Gaza. Ils sont prêts à faire en sorte que Gaza soit même repeuplé de colons israéliens. Ça ne les gêne pas, parce que le but, c'est de décrédibiliser Israël. Comment? En faisant faire à Israël les pires erreurs possibles, en suscitant des représailles. Sinwar l'a dit lui-même, nous avons voulu créer un état de violence permanent pour provoquer un chaos, pour faire parler de la cause palestinienne. Et le but, c'est quoi? Je perds Gaza, mais je gagne les esprits en Cisjordanie, et je gagne les esprits, y compris de la jeunesse gauchiste occidentale, y compris de la jeunesse des démocrates du parti américain, qui vont mettre des obstacles à la réélection de Biden. Vous vous rendez compte les conséquences? Et ça rejoint ce qui a été dit, l'objection de monsieur, même si je bois les paroles de Léa, qui est très experte, mais je suis d'accord, quand on a affaire à ce genre de mouvement terroriste, et enfin, avec un contexte de guerre en Ukraine, avec tous les dommages collatéraux de la guerre en Ukraine, qui raidissent les positions de chacun et qui relient les différents petits conflits qu'a annoncé le pape, vous savez, cette guerre mondiale par morceaux, ça rend extrêmement difficile une paix, même si je suis tout de même optimiste à moyen terme, parce que la chance pour Israël, c'est que tous les pays arabes sunnites, y compris la Syrie, détestent les frères musulmans, y compris la Syrie qui les a persécutés, et les autres qui sont pro-occidentaux sont carrément anti-Iran avant tout. Et donc, même s'il y a cette guerre Israël-Iran, de toute façon, les pays arabes sunnites secrètement béniront Israël de démanteler le régime iranien s'il y avait une guerre avec l'Iran. Malgré tout, ça me ramène à cette question, Alexandre Delval. Pour 10 ou 15 000 combattants du Hamas tués par l'armée israélienne, combien demain de jeunes Palestiniens seront peut-être des nouveaux soldats du Hamas en Cisjordanie? Absolument. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce plan du Hamas ait fonctionné finalement? Et bien sûr, mais ça marche tout le temps. Le terrorisme djihadiste, des études ont été faites aux États-Unis. Depuis que les terroristes djihadistes ont énormément sophistiqué leur médiatisation, la médiatisation de la violence, il n'y a pas eu une baisse de l'islamisme radical sunnite dans le monde. Là, je parle que des sunnites, je parle d'Al-Qaïda, Daesh. Il y a eu une augmentation des conversions des musulmans à l'islam radical, mais aussi des mécréants à l'islamisme globalement en Occident. Ça montre quoi? Ça marche. C'est horrible à dire. Alors, c'est pas des millions de personnes, mais le terrorisme islamiste aujourd'hui est le plus grand fabricant de prosélytes. Le meilleur moyen de faire du prosélytisme accéléré, c'est par la terreur, faire en sorte que tout le monde ait peur des musulmans, alors que les musulmans montrent qu'ils ont peur de personne. Ça fait un message de sidération, ce que j'ai appelé la stratégie de la sidération. En plus, la polarisation avec le mythe de l'islamophobie, ce que mon ami Stéphane Simon connaît très bien avec le syndrome de Samuel Paty. On le voit bien, l'islamophobie est un carburant extraordinaire. Les djihadistes sont des génies en communication. Ils ont perdu 1 à Gaza, ils ont gagné 100 dans le monde et 10 en Cisjordanie. Ils ont gagné l'esprit. Un de mes amis israéliens militaires me disait récemment, s'il y avait des élections en Cisjordanie, le Hamas rafle la mise. Et donc ça, c'est une victoire symbolique et idéologique pour le Hamas. Alors Léa, vous allez réagir. Je voulais vous demander quelle est la position des pays arabes sur la question des jours d'après pour Gaza, parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite, par exemple, propose un gouvernement intérimaire à Gaza. Alors la position des pays arabes, elle est intéressante. D'abord parce qu'ils n'ont pas coupé les liens avec Israël. On voit bien les pays des accords d'Abraham et les pays qui ont les accords d'Abraham ont tenu. Oui, et ceux qui ont un vrai
vraies relations de paix avec Israël, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie, ça a tenu. On a rappelé un peu un ambassadeur ici, mais globalement, ça marche. Et une des raisons, évidemment, c'est que personne ne veut voir Hamas gagner. Ça, c'est premièrement, point. L'Iran, deuxième point. Troisièmement, c'est la stabilité régionale. Et ça rejoint le plan des pays arabes. Les pays arabes ont repris en fait la proposition qui s'appelle l'initiative arabe de 2002, où on parle toujours 2 États, Jérusalem-Est comme capitale, et un cessez-le-feu, un gouvernement intérimaire. Alors, il ne parle pas de force internationale ou de force internationale arabe. C'était une idée qui se jouait au début de la guerre. Aujourd'hui, on en entend moins parler. Je suis pas sûre que les Saoudiens aient tellement envie de se retrouver à Gaza et à devoir faire les flics sur le territoire. Je vois pas ça. Je vois pas tellement ça comme ça. Mais je pense que les Américains et les pays arabes sont en train de travailler sur une proposition commune. Je pense qu'elles vont se rejoindre. Après, les détails, un peu plus, un peu moins, mais les propositions vont se rejoindre. Je veux juste dire un truc. Oui. Je ne m'attends pas du tout à ce que le Hamas dépose les armes en disant « Ok, c'est bon, on a terminé. » Okay, c'est pas ça. Mais on a suffisamment de pays qui ont suffisamment de moyens de pression sur le Hamas pour dire « Ok, les gars, ça suffit. Okay, on coupe l'argent, on vous expulse. » Il y a beaucoup de moyens de le faire. Ça n'a pas été fait. On a des carottes, on a des bâtons en diplomatie. Pour l'instant, on a utilisé pas mal de carottes. J'ai pas encore vu énormément de bâtons. De bâtons, d'accord. Et un dernier point, c'est que effectivement le plan du Hamas a marché. Pourquoi ? Et ça rejoint le plan dont on a parlé. Dans les accords de normalisation des accords d'Abraham, l'histoire palestinienne était vraiment en bas de page. On en parle vraiment pour faire plaisir à tout le monde. Mais en fait, ça a perdu son importance. Même le Hamas a dit, une des raisons de l'attaque, c'était pour faire comprendre aux pays arabes que la normalisation, surtout à l'Arabie Saoudite, qu'ils ne vont pas laisser faire. Et de ce point de vue-là, ça a marché parce que n'importe quel accord de normalisation futur va centrer sur la question palestinienne. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Alexandre Delval, on a vu durant ce conflit le rôle très important que le Qatar a joué, parfois un rôle un peu duplice. Est-ce que ce micro-État peut jouer un rôle important encore dans les mois qui viennent là ? Moi, je suis sceptique. Vous savez qu'on dit souvent le Qatar a eu un petit plan un peu cynique, pragmatique avec Netanyahou. Vous savez, les accords entre Hamas et Israël indirect, notamment pour que les Gazaouites puissent aller travailler en Israël. On a dit, mais valait mieux que le Qatar envoie officiellement de l'argent que de l'argent non contrôlé d'Iran ou d'ailleurs. En fait, c'est les deux. Mais ce que l'on sait, c'est que tout ça, c'est pas vrai. Le Qatar a commencé à soutenir idéologiquement avec cœur la cause du Hamas dès 1987. L'émir du Qatar était le parrain spirituel, le parrain moral, le protecteur politique du créateur du Hamas lui-même dès 1987. Donc ce n'est pas une alliance de circonstances dans laquelle le Qatar serait là en fait pour nous aider à récupérer des otages, le bon samaritain qatari. Le Qatar joue vraiment un double jeu, un pied dans le PSG et le Barça et un pied avec les terroristes somaliens, les Shebab, les terroristes talibans, avec les terroristes du Hamas et tant d'autres, y compris les terroristes au Mali qui attaquaient des Français. C'est ça le Qatar. Moi je trouve absolument sidérant que récemment le Qatar ait été reçu en grande pompe à Paris par la présidence de la République comme des gens extraordinaires. On leur donne encore des prébendes. C'est complètement hallucinant. Ce pays accueille sur son sol des gens qui font des déclarations au djihad contre les juifs et les chrétiens en permanence, régulièrement. C'est depuis le Qatar qu'Ismaël Haniyeh s'est félicité que ses enfants étaient morts, iraient au paradis et qu'il fallait continuer la lutte contre les juifs et les chrétiens. Enfin, c'est complètement fou. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas responsabilisé des pseudo-alliés fourbes, en vérité alliés économiques mais ennemis civilisationnels, comme le Qatar, mais aussi le Koweït et la Malaisie qui jouent parce qu'on parle tout le temps de l'Iran. La Malaisie a laissé entraîner le Hamas sur son territoire. Le Koweït finance les frères musulmans et le Hamas de manière officielle et le Qatar est son grand parrain protecteur. Donc, si vous voulez, l'Occident n'est pas très cohérent dans ses alliances lui aussi. Entendu. La Turquie, bien sûr, qui a mis le haut là, mais la Turquie a beaucoup aidé le Hamas. Sur le Qatar, ennemi civilisationnel ou non? Non, mais en fait, je veux pas répondre à cette question. Je vous dis tout simplement pourquoi. Parce que jusqu'à la fin de la guerre, et tant qu'il y a des otages, et tant que le Qatar joue un rôle dans ce cadre-là,
Je vois pas l'intérêt. Bon, alors j'ai une autre question à vous poser. Il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que l'on peut parier que la guerre sera terminée au moment des élections américaines ? On sait que Trump est très proche d'Israël, qu'il risque d'être élu une nouvelle fois. Qu'est-ce que cela peut changer, les élections américaines, sur ce conflit s'il n'est pas réglé d'ici là ? Alors je sais que tout le monde pense que Trump est très proche d'Israël, mais depuis le début de la guerre, Trump n'a rien de bien à dire à Israël, ni le soutien, ni rien du tout. Donc en fait, on se retrouve avec une idée que Trump, le grand défenseur d'Israël, mais pas du tout en fait. Il n'y a jamais eu récemment, d'homme politique américain qui a pris une position aussi claire par rapport à Israël. Et encore, il est démocrate. Et ça, je pense que c'est très compliqué pour les Américains, parce que la division, en fait, a un peu changé. D'accord. Votre avis, Alexandre Delval, ça peut changer les élections américaines si c'est pas fini d'ici là ? Je pense que Léa a sûrement bien interprété ce qu'a dit Trump, mais beaucoup d'Occidentaux ont mal interprété ce qu'a dit Trump il y a quelques jours. On a dit qu'il commençait à lâcher Israël. Non, il a dit qu'il faut que la guerre se termine vite. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser le Hamas dans le sud. Non, s'il était au pouvoir, c'était plutôt qu'il fasse le boulot et qu'on ne les emmerde pas et qu'il termine le travail pour éradiquer les proxys de l'Iran. Donc je ne suis pas sûr que Trump soit si neutre, même s'il est à raison sur... Il ne faut pas idéaliser Trump comme celui qui va régler tous les problèmes, mais je pense qu'il est quand même plus capable de laisser Tsahal son travail que Biden. Merci à tous, merci. Vous pouvez retrouver les analyses de Léa Landman sur le site factuel.media. Merci à Alexandre Delval. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Vers un choc global aux éditions de l'Artilleur. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 10h pour une nouvelle heure libre. Tout de suite, on parle auto et on parle même moto. Le contrôle technique devient obligatoire pour les 2 roues à partir de lundi. Qu'est-ce qu'il faut surveiller ? On vous dit ça avec Jean-Luc Moreau dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.